Eh bien bonjour mes viewers préférés. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder le sujet des citrobactères. Et vous vous en doutez bien, c'est une entérobactérie. Par contre, ne vous inquiétez pas, ce sera une des dernières vidéos qui sera faite sur cette famille. Sur ce, commençons cette magnifique vidéo. Et pour cette fois-ci, ce n'est pas au 19e siècle, mais plutôt au 20e siècle, où un certain monsieur Braak a isolé une bactérie dans un canal d'eau qui prendra d'abord l'appellation de Bacterium frundi ou encore Escherichia frundi, car on a remarqué qu'elle ressemblait énormément à Escherichia coli. Puis quelques années plus tard, cette Bacterium frundi deviendra Citrobacter frundi, dû au fait que les chercheurs ont remarqué qu'elle pouvait utiliser le citrate comme seule source de carbone. Cette appellation a été créée par deux messieurs, Workman et Gillen. Puis vous en doutez bien, après cela vient la découverte des autres membres comme Brachii, Causeri, Amanolaticus, Rodentium larouloute-cervis et bien d'autres pour lesquels je n'ai pas envie de prononcer le nom, sinon je vais encore exploser. Ça sera sans moi cette fois-ci. Passons maintenant à l'identité de ce genre. Alors, pour l'identité des citrobactères, elle ressemble particulièrement aux Escherichia. Donc c'est-à-dire un bacille de très petite taille, non sporulé, non encapsulé, le même type respiratoire, c'est-à-dire aérobie, anaérobie facultatif, et une ciliature péritriche, puis j'en passe et j'en passe. Cela étant dit, les citrobactères se diffèrent des Escherichia de par certaines caractéristiques biochimiques ou encore d'autres gènes. Après l'identité, passons maintenant à leur réservoir et à leur rôle. Alors, il fallait s'en douter, qui dit entérobactérie dit c'est la mer Noire. C'est non. Microbiote intestinal. Et cela chez les humains, chez les mammifères et d'autres animaux marins pour lesquels elles sont quand même très utiles. Par exemple, chez certains mammifères ou encore certains invertébrés, certaines espèces de citrobactères ont un rôle dans une meilleure absorption des lipides quand le régime alimentaire est trop riche en graisse. Elles permettent aussi une augmentation de la perméabilité intestinale ou encore l'assimilation du système immunitaire, même si elles sont en faible abondance. On peut aussi avoir, pour Citrobacter amalonaticus, le rôle d'inhiber la fameuse rouloute-cervis Citrobacter rodentium qui, chez les rongeurs, est un pathogène extrêmement courant, mais heureusement qui est très rare chez les humains. On a aussi le fait que certaines souches d'Amanonaticus aient un rôle chez nous, et plus spécifiquement dans la dégradation de la choline sans qu'il y ait de formation ultérieure d'un certain composé nocif pour notre santé, le triméthylamine, car il est à l'origine de l'athérosclérose. Cela s'explique par l'absence de gènes qui codent pour les enzymes qui sont à l'origine de la formation du triméthylamine à partir de la choline. Enfin, on retrouve aussi les espèces de citrobactères dans l'environnement, comme les eaux ou encore les sols. Enchaînons dès à présent par la fameuse partie des dangers. Ah bah oui, ce n'est pas parce qu'elles sont bénéfiques pour nous ou encore pour certains animaux qu'elles peuvent pas devenir les pires terreurs pour nous. Puisque même si elles étaient longtemps considérées comme étant faiblement virulentes, il y a eu à un moment une émergence d'espèces de citrobactères extrêmement virulentes. Et en général, les citrobactères comme les Klebsiella sont associés à des infections dites nosocomiales, et pour être plus précis, dans les voies urinaires. Cela est dû à la capacité des citrobactères à se mettre sur les matériaux médicaux qui sont destinés au cathétérisme ou encore à l'instrumentation urogénitale. Mais on peut aussi les associer à des infections des voies respiratoires, même si cela est beaucoup plus rare. Outre les infections nosocomiales, on a aussi Citrobacter frundi, Causeri et Amalonaticus qui sont associés aussi à d'autres infections comme les gastroentérites, les méningites néonatales, les septicémies ou encore les abcès cérébraux. On a aussi Citrobacter brachii qui peut être associé à certaines de ces infections, mais c'est beaucoup plus rare. Et cette pathogénicité est bien évidemment due aux facteurs de virulence. Et il y en a un paquet, la capsule, le LPS, les sidérophores et beaucoup trop d'autres. De plus, certaines études faites dans plusieurs pays ont estimé que le genre Citrobacter est le troisième pathogène le plus courant dans les cliniques et dans les hôpitaux, derrière les Escherichia et les Klebsiella, qui touchent plus généralement les hôtes immunodéprimés ou encore les nouveau-nés. Et comme si ce n'était pas assez, énormément de pays ont été et sont toujours touchés par des épisodes plus ou moins désastreux, comme l'Inde, le Népal, la France, et plein d'autres. Puis pour terminer, la plupart des espèces de citrobactères possèdent un assez large spectre d'antibiorésistance grâce à des mécanismes de défense qu'elles ont développés grâce aux autres bactéries. C'est pour cela qu'on peut vraiment les qualifier de menaces pour la santé publique, mais surtout dire qu'elles sont de très grosses Commence à me parler poliment. Non, tu me respectes pas, non, tu me respectes pas. Bon, après ce dérapage digne d'un pilote de Formule 1, terminons cette vidéo en douceur avec les applications liées à ce genre.
Bon, même si elles sont casse-pieds, il faut quand même l'avouer que les citrobactères sont quand même utiles pour nous. Par exemple, Frundi peut être utilisé pour la réduction des sulfates dans les eaux usées des tanneries, car des chercheurs en Chine ont remarqué que cette fameuse bactérie pouvait augmenter le taux d'élimination des sulfates. Après, on peut aussi la retrouver pour la décontamination des métaux lourds dans les eaux usées, et plus précisément sous la forme d'un biosurfactant. Étant donné que des chercheurs ont remarqué avec plusieurs expériences que des bactéries pouvaient produire un biosurfactant pour dégrader les métaux lourds, et où la souche BS37 s'est avérée être Citrobacter frundi. Après, bien évidemment, il ne faut pas oublier les autres cousines, comme Causerie qui est utilisée pour la bioproduction d'arabinonucléosides qui vont servir en tant que médicaments antiviraux ou encore antinéoplasiques. Puis ensuite, on a notre petite Amalonaticus qui se joint à la fête avec sa production d'acide succinique qui va servir à la synthèse de molécules pour le domaine médical ou encore le domaine cosmétique. Et enfin, on n'oublie pas la petite dernière, Brahaki, qui a une application bien sympathique avec sa production d'enzymes fibrinolytiques qui va servir au traitement des maladies liées aux caillots sanguins. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le genre Citrobacter. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et aussi d'aller checker dans la description pour plus d'informations. Et surtout, prenez soin de vous et je vous dis tchuss!